On va parler des pancréatites. Donc, dans un premier temps, je vais définir un petit peu ce que c'est qu'une pancréatite aiguë et une pancréatite chronique. Ensuite, on verra les physiopathologies de quelques causes, donc de quelques étiologies de pancréatite. Donc on verra la pancréatite alcoolique, la pancréatite biliaire et la mucoviscidose. Alors, il y a d'autres étiologies possibles, on peut avoir des hypercalcémies importantes ou des hypertriglycéridémies quand elles sont au-delà de 10 grammes par litre qui peuvent engendrer des pancréatites, mais on ne mentionnera pas ici leur physiopathologie. Ensuite, on verra un petit peu les complications principales avec par exemple la notion de cancer, les pseudokystes et également les insuffisances pancréatiques. Et en dernier, on parlera un petit peu de la chirurgie qu'on peut faire en cas de pancréatite chronique calcifiante ou également en cas de cancer. Donc les pancréatites aiguës et chroniques ont des définitions différentes. Donc on va voir dans un premier temps la pancréatite aiguë. Donc sa définition, ça associe un signe clinique, voire deux, avec un signe biologique. Donc pour le signe biologique, c'est l'élévation de la lipasémie, donc la lipase dans le sang, et le signe clinique principal, ça va être la douleur épigastrique transfixiante, et on peut y associer aussi des vomissements qui sont présents chez à peu près un patient sur deux. Pour la notion de douleur épigastrique transfixiante, qu'est-ce que ça veut dire? Donc épigastrique, c'est au niveau de l'épigastre, donc c'est-à-dire globalement au niveau où on a l'estomac, puisque le pancréas il est juste en dessous de l'estomac et un petit peu derrière. La notion de transfixiante, c'est que c'est une douleur en fait qui va traverser de part en part, donc elle va irradier vers le dos, elle va être assez diffuse, assez importante, et c'est vraiment une douleur qui va plier le patient en deux, littéralement, puisque on retrouve souvent les patients dans une position un peu fétale, un peu pliée en deux, ce qu'on appelle la position antalgique, c'est-à-dire que ça fait un petit peu moins mal dans cette position-là, et c'est une douleur qui résiste par exemple aux antalgiques classiques, donc paracétamol, ibuprofène, etc. Et il va vraiment falloir attaquer avec des antalgiques de palier 3, avec du coup de la morphine pour vraiment faire céder la douleur. Donc c'est vraiment une douleur assez intense. Ces douleurs, elles sont souvent déclenchées par la prise alimentaire ou par une prise de boisson par exemple, puisque ça va activer le pancréas et ça va du coup augmenter les douleurs. Pour le signe biologique qui est caractéristique pour le diagnostic et qui du coup va faire partie de la définition, c'est l'augmentation de la lipase dans le sang, donc l'augmentation de la lipasémie, et lorsqu'elle dépasse 3 fois les valeurs normales de ce qu'on peut trouver comme lipase dans le sang, ça va vraiment poser le diagnostic de cette poussée de pancréatite aiguë. Donc on a deux formes de pancréatite aiguë, on a la forme œdémateuse qui est bénigne puisque c'est juste un œdème, donc c'est-à-dire qu'il y aura simplement plus de liquide dans la structure du pancréas. Donc ce liquide on le verra tout à l'heure, mais il va venir à la fois du suc pancréatique et aussi un petit peu du liquide plasmatique, qui fuite à partir du sang. Et ensuite, on va avoir une évolution avec de la nécrose, donc de la destruction des cellules qui constituent le pancréas. À ce moment-là, bien sûr, on est sur une forme beaucoup plus grave et c'est la forme qui va pouvoir amener aussi secondairement à une pancréatite chronique. Dans la définition de la pancréatite chronique, on retrouve plusieurs points qui sont importants. Donc déjà, pancréatite chronique, on a it pour inflammation, donc on va retrouver une inflammation qui va durer dans le temps. On a une destruction plus ou moins complète de la glande pancréatique, on va avoir aussi une cicatrisation avec une fibrose, et cette fibrose elle va délimiter des sténoses et des dilatations canalaires, donc on aura vraiment cette alternance de sténose et de dilatation, ça fait partie de la définition. Donc dès qu'on a une fibrose, on va avoir une calcification, donc une fixation de calcium sur ces plages de fibrose, et on verra ensuite plus en détail l'évolution de ces pancréatites chroniques, avec d'abord une insuffisance pancréatique exocrine, puis endocrine secondairement. Donc pour la destruction plus ou moins complète, c'est assez compréhensible, on l'a dit tout à l'heure, une pancréatite aiguë, elle va évoluer, elle peut évoluer en tout cas en pancréatite chronique, et à ce moment-là, c'est la nécrose qui va être assez étendue. Donc on retrouve dans la pancréatite chronique cette notion de destruction à cause de la nécrose. Cette destruction, elle va entraîner une inflammation, et cette inflammation, elle permet derrière de pouvoir lancer les phénomènes cicatriciels avec la formation d'une fibrose. Donc ça, cet enchaînement, on le retrouve toujours un petit peu dans l'organisme, une destruction suivie d'une inflammation et derrière une fibrose. C'est un mécanisme qui est physiologique et qui est la plupart du temps bénéfique. Et une fois qu'on aura fait cette fibrose quand elle est légère, on pourra ensuite avec des macrophages venir enlever les fibres et faire repousser tranquillement les cellules pour reconstituer correctement l'organe et cicatriser cette fois de manière normale. Ici le problème c'est que pour arriver sur une pancréatite chronique, on aura eu une nécrose qui va être trop importante, soit beaucoup trop diffuse ou alors vraiment une plage de nécrose beaucoup trop volumineuse, et à ce moment-là la fibrose elle va pas être minime, elle va être vraiment majeure. Et quand on a une fibrose qui est trop importante, il n'est pas possible après derrière de venir enlever toutes ces fibres, et donc on ne reconstituera jamais réellement correctement l'organe. Ce qui explique que derrière on va passer sur des insuffisances pancréatiques.
Donc ici, cette fibrose, on peut la retrouver un petit peu de manière diffuse dans toute l'architecture du pancréas, mais on va aussi avoir des fibroses qui vont venir entourer et bloquer les canaux, donc créer des sténoses canalaires. Donc une sténose, c'est un rétrécissement d'une lumière, donc ici nos canaux seront comme bouchés finalement, ils vont être serrés de fibres. Et les dilatations, elles vont se présenter en amont des sténoses, puisque finalement le suc pancréatique va arriver, s'accumuler, puisqu'il ne peut pas passer à cause des sténoses, et donc ça va faire gonfler le canal. Donc ça peut se voir sur une imagerie. On peut voir finalement que le pancréas il a des canaux qui sont très irréguliers avec des sténoses et des dilatations. Et donc les pancréatites chroniques, à cause de cette calcification, on les appelle la plupart du temps les PCC, donc pancréatites chroniques calcifiantes. Donc, la plupart du temps, une pancréatite elle est due à l'action de l'alcool, voire à l'action de l'alcoolotabagisme, et on va voir du coup dans un premier temps la physiopathologie d'une pancréatite alcoolique. Alors l'alcool, ça va avoir plusieurs effets sur le pancréas. Dans un premier temps, on va avoir une augmentation de la sécrétion des protéines. Donc ça peut être les mucines, les protéines muqueuses, et ça peut être aussi toutes les proenzymes. Donc finalement, toutes ces protéines sont trop concentrées dans le suc pancréatique, dans le liquide canalaire, et ça va causer finalement une précipitation de ces protéines. Donc ça, c'est un truc physiologique, les protéines, si elles ne sont pas assez hydratées, si elles ne sont pas entourées d'une couronne d'hydratation, elles se collent entre elles, et du coup, ça fait des bouchons qui vont aussi tomber dans les canaux. Donc ces bouchons canalaires, ils vont venir bloquer, sténoser finalement les vaisseaux, et donc ça va faire augmenter la pression. Si on augmente la pression, les vaisseaux vont être un petit peu plus tendus, et le liquide canalaire va fuiter à l'extérieur des vaisseaux. Donc on va se retrouver avec une accumulation de liquide dans le pancréas, donc finalement avec un œdème. Cette augmentation de pression, c'est pas normal, c'est un signal d'alerte pour le pancréas, donc on va avoir un déclenchement d'une inflammation avec la production de cytokines inflammatoires, et ça va aussi avoir un effet sur les vaisseaux sanguins qui vont, comme les canaux finalement, gonfler, être un peu plus poreux, et donc on peut avoir aussi du liquide plasmatique qui va venir fuiter à l'intérieur du pancréas. Donc tout ça, ça explique qu'on ait dans un premier temps une crise de pancréatite aiguë œdémateuse. Mais très rapidement, cette pancréatite aiguë œdémateuse va devenir nécrosante pour plusieurs raisons. On a déjà l'effet de l'alcool directement sur les grains d'hymogène qui va les faire éclater. Alors c'est quoi un grain d'hymogène? C'est dans les cellules acineuses, donc les cellules du pancréas exocrines, on a des petites vésicules avec toutes les proenzymes concentrées à l'intérieur. Et ici, l'alcool va vraiment avoir tendance à faire éclater ces vésicules de proenzymes. Et donc on va avoir beaucoup de proenzymes qui sont relarguées comme ça dans le pancréas, qui est déjà quand même sous pression avec une inflammation. Donc finalement, tous ces phénomènes ensemble vont faire qu'on va avoir une activation des proenzymes. Donc un petit point de physiologie, ces proenzymes, c'est quoi? C'est majoritairement les formes inactives des protéases et des phospholipases. Or, ces enzymes-là, sous leur forme active, elles ont la capacité de découper, donc de dégrader les protéines et les phospholipides qui vont constituer les membranes des cellules. Donc finalement, ces enzymes, quand elles sont actives, elles ont la capacité de détruire les membranes et donc de faire exploser les cellules. Physiologiquement, l'activation de ces proenzymes, ça doit se faire dans l'intestin, sous l'action de l'acidité et aussi éventuellement sous l'action d'une protéine qui est une enzyme qu'on retrouve au niveau de la membrane des entérocytes. Donc la première proenzyme à s'activer, c'est le trypsinogène, et il va s'activer en trypsine. Donc trypsinogène, quand on regarde le terme, on a gène pour génération, donc c'est la protéine qui peut générer de la trypsine. Mais alors comment ça se passe? L'activation, ça va se faire en coupant un bout de la protéine. C'est comme ça que toutes les proenzymes ici s'activent, c'est en coupant un petit bout de la protéine qui venait en fait agir comme une sorte de capuchon et protéger la forme active. Donc globalement, le trypsinogène, c'est un peu comme une trypsine cachée et protégée par un petit capuchon. Quand on a l'activation donc par l'acidité ou par l'enzyme des entérocytes, on va avoir en fait un clivage de la protéine, donc une libération du capuchon, et donc du coup la trypsine sous forme active qui est libérée. Donc ce qui est intéressant avec la trypsine, c'est que dès qu'on en a un petit peu, elle va pouvoir à elle seule activer toutes les autres proenzymes, et on se retrouve comme ça avec une cascade d'activation, et ça va assez vite. Du coup, dans le pancréas, on a naturellement, physiologiquement, la possibilité qu'un petit peu de trypsinogène se transforme spontanément un peu tout seul en trypsine, et on a du coup un inhibiteur qui est censé venir plus ou moins réencapuchonner notre trypsine en trypsinogène, pour refaire la proenzyme, donc refaire la forme inactive. Donc là, quand on est dans le cadre d'une poussée de pancréatite aiguë, on a une augmentation de la pression, on a de l'inflammation, on a toute une désorganisation à l'intérieur du pancréas, et on va spontanément avoir de la trypsine qui va se former, donc par clivage du trypsinogène. Et en fait, on en a tellement qui va se passer partout dans le pancréas que l'inhibiteur qu'on avait, il est complètement dépassé, et il n'arrive absolument pas à remettre les capuchons, donc à refaire les formes de trypsinogène safe. Donc dès qu'on va avoir un petit peu de trypsine, elle va activer toutes les autres proenzymes et on se retrouve très rapidement avec beaucoup d'enzymes actives à l'intérieur du pancréas.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles font? Ces enzymes, elles vont aller dissoudre et digérer tous les constituants cellulaires et on se retrouve donc vraiment avec une nécrose assez importante. Et dans le cadre d'une pancréatite alcoolique, on l'a expliqué au début, toute cette physiopathologie, elle se lance à cause de bouchons qui vont être en fait localisables un petit peu partout dans les canaux pancréatiques. Donc on n'a pas juste une zone qui va se nécroser, mais on a vraiment une nécrose assez diffuse, c'est-à-dire assez étendue finalement à l'ensemble du pancréas. Donc entre la toxicité directe de l'alcool, plus le fait que cette nécrose soit très diffuse et donc très étendue à l'ensemble du pancréas, et le fait que finalement ces poussées de pancréatite aiguë vont être répétées, tant qu'il n'y a pas de sevrage, on va risquer de retrouver comme ça des pancréatites aiguës, on va avoir un passage aux pancréatites chroniques qui est assez fréquent. Alors je l'ai dit un petit peu en intro tout à l'heure, mais cette cause principale de pancréatite, c'est vraiment l'action synergique entre l'alcool et le tabac, puisque 80% des pancréatites sont dues à l'alcoolotabagisme. Alors on pourrait se demander quand même quelle est l'action du tabac. On sait qu'avec le tabac, on a pas mal d'éléments qui sont toxiques à l'intérieur et qui vont générer un stress-oxydant assez important. Donc qui dit stress-oxydant dit inflammation, et donc après finalement toute cette action et toute cette nécrose qui va découler de l'inflammation. Donc pour expliquer les pancréatites biliaires, on va faire un petit point de physiologie. Donc le foie produit de la bile et il l'élimine par des canaux hépatiques. À partir de là, la bile, elle a deux voies de circulation possibles. Donc elle va dans un premier temps pouvoir aller dans la vésicule biliaire pour se stocker si on n'est pas en train de manger et que du coup on n'en a pas besoin dans l'intestin. Et c'est dans la vésicule biliaire qu'on va avoir une concentration avec une réabsorption d'eau pour pouvoir vraiment concentrer et stocker toute la bile qui est produite vu qu'elle est produite en permanence par le foie. Ensuite, quand on va être sur une phase de digestion, la bile va pouvoir sortir de la vésicule biliaire, emprunter le gros canal qui est le canal cholédoque, et à ce moment-là, elle va arriver dans ce qu'on appelle l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait dans la tête du pancréas, et cette ampoule, elle reçoit non seulement la bile du canal cholédoque, mais elle reçoit aussi le suc pancréatique qui vient à partir du canal principal à l'intérieur du pancréas. Et donc ensuite, c'est ce mélange de bile et de suc pancréatique qui va s'ouvrir dans l'intestin et donc pouvoir se déverser dans l'intestin quand on est en train de manger. Donc les calculs biliaires, ils se forment uniquement dans la vésicule biliaire, parce que comme on l'a dit, c'est là qu'on a de la concentration, et si on concentre un petit peu trop la bile, ou que la vésicule elle bouge pas assez, etc., et qu'on a un peu une sédimentation, une précipitation, on risque de venir coller ensemble tout ce qui est apolaire. Donc ça peut être du cholestérol, ça peut être la bilirubine, donc il y a un pigment, ou ça peut être un peu des deux. Donc on se retrouve comme ça avec nos lithiases, donc nos calculs, et ensuite il y a trois possibilités de blocage. Donc le calcul, il peut soit se bloquer directement dans la vésicule biliaire, puisque la vésicule, elle a un tout petit canal en fait qui s'appelle le canal cystique. Donc on peut avoir un calcul qui se bloque directement, qui passe pas le canal cystique. Sinon, il peut passer ce canal et il va aller se bloquer dans le gros canal qui est le canal cholédoque. Et la troisième localisation possible, c'est d'aller se bloquer dans l'ampoule de Vater. Donc pour les deux premières localisations, si on a un blocage dans la vésicule biliaire ou dans le canal cholédoque, ça ne posera pas de problème pour le pancréas, puisque finalement nos canaux pancréatiques vont simplement pouvoir éliminer le suc pancréatique via l'ampoule de Vater directement dans l'intestin. Donc si on a un blocage dans le canal cholédoque, par contre, ça va empêcher complètement l'écoulement de la bile, et du coup, à ce moment-là, on va se retrouver avec une cholestase. Donc une cholestase, c'est cette stase, donc cette stagnation de la bile, qui va du coup petit à petit remonter jusqu'au foie et refluer dans le sang. Donc une cholestase, juste pour rappel, ça se manifeste au niveau biologique par l'augmentation dans le sang de trois paramètres, donc les gamma-GT, les phosphatase alcalines et la bilirubine conjuguée, parce que c'est cette fameuse bilirubine qui est dans la bile qui va remonter jusque dans le sang et qui va donc s'accumuler dans le sang. Cette bilirubine, c'est aussi un pigment qui est jaune, donc son accumulation dans le sang, ça va causer vulgairement une jaunisse, mais le terme spécifique c'est un ictère. Donc au niveau clinique, une cholestase, ça entraîne un ictère. Donc si notre lithiase biliaire, elle vient par contre se bloquer au niveau de l'ampoule de Vater, à ce moment-là, ça va non seulement bloquer l'évacuation de la bile, donc on se retrouve toujours avec une cholestase, mais ça va aussi bloquer l'évacuation du suc pancréatique. Et c'est là, du coup, où on va se retrouver avec une augmentation de la pression dans nos canaux pancréatiques, et donc, comme tout à l'heure, finalement, si on a une augmentation de la pression, on va avoir une inflammation, et on va se retrouver avec une pancréatite aiguë. Donc contrairement à ce qu'on a vu avec l'alcool, ici, l'augmentation de la pression, elle est surtout au niveau de la tête du pancréas, puisque l'ampoule de Vater, c'est au niveau de l'extrémité de la tête du pancréas. Donc tout le reste du pancréas n'a pas trop de pression, n'a pas trop d'inflammation, donc on est sur une poussée de pancréatite aiguë qui est quand même assez localisée et beaucoup moins intense. Ce qui est intéressant avec les pancréatites biliaires, c'est qu'en général, ça ne va pas passer à une pancréatite chronique. Non seulement parce que, comme on l'a dit, cette nécrose, elle est initialement localisée et elle n'est pas très très intense, donc il y a très peu de risques que sur une seule poussée de pancréatite biliaire, on se retrouve derrière avec une altération importante de la glande et un passage à la chronicité.
mais aussi on n'a en général pas de répétition des poussées, parce que quand on trouve une lithiase biliaire chez quelqu'un, si on sait qu'on a un risque que ces lithiases récidivent, à ce moment-là, on va les empêcher de récidiver tout simplement en enlevant la vésicule biliaire. Donc ça s'appelle une cholécystectomie. On a ectomie pour enlever, on a cyste pour poche et on a collé pour la bile en fait, puisque dans la bile on a beaucoup de cholestérol, comme on l'a dit tout à l'heure, et on a aussi des dérivés du cholestérol comme les sels biliaires. Donc cholécystectomie, c'est l'ablation de la poche à bile, donc de la vésicule biliaire. À ce moment-là, notre patient ne pourra pas refaire de lithiase, donc il n'y aura pas de blocage de l'ampoule de Vater, et du coup notre pancréas pourra cicatriser tranquillement. La dernière étiologie dont on va parler, c'est la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. On a des mutations sur un gène qui est le gène CFTR et ça code donc pour le canal du même nom qui est le canal CFTR. Donc ce canal, rapidement, c'est un canal qui normalement est présent sur les cellules exocrines, au pôle apical des cellules exocrines, et qui permet la sécrétion de chlorure dans la lumière. Cette sécrétion des chlorures, elle est suivie d'une sécrétion de sodium, d'eau et de bicarbonate. Donc ici, on va avoir une mutation du canal CFTR, donc le canal il est soit absent, soit non fonctionnel, dans tous les cas, il ne marche pas, et on se retrouve donc avec des acinies, donc le tissu pancréatique exocrine, qui produit un subpancréatique qui va être trop pauvre en chlorure, donc trop pauvre en sodium, donc finalement trop déshydraté. Donc le fait qu'on ait ce subpancréatique trop déshydraté, il est finalement trop épais, trop collant, et les protéines à l'intérieur ne sont pas assez hydratées. Donc si nos protéines ne sont pas assez hydratées, c'est ce qu'on expliquait déjà tout à l'heure avec la pancréatite alcoolique, elles vont se coller entre elles et précipiter. Donc on se retrouve ici avec des bouchons canalaires, et toujours pareil, comme pour la pancréatite alcoolique, ces bouchons peuvent être présents un petit peu n'importe où dans le pancréas, c'est quelque chose qui est assez diffus. Donc qui dit bouchon dans les canaux, dit augmentation de la pression, donc toujours pareil, une fuite de liquide canalaire dans le tissu pancréatique, et derrière on a une réaction du pancréas avec une inflammation, donc là encore on peut avoir une fuite de liquide, non pas canalaire mais plasmatique cette fois, et l'ensemble de tout ça, ça nous fait un œdème assez important, donc on est sur une pancréatite aiguë œdémateuse. Cette pancréatite aiguë, elle va rapidement devenir nécrosante. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Déjà, comme on a expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir beaucoup de pression, beaucoup d'inflammation, on va avoir une activation des proenzymes et ça va dépasser les capacités de l'inhibiteur. Mais aussi, on retrouve quand même un mécanisme qui est assez propre à la muco, c'est qu'à cause de cette baisse de sécrétion des chlorures, on avait une dernière conséquence qui était la baisse de sécrétion des bicarbonates. Or, les bicarbonates, c'est ce qui permettait de rendre le subpancréatique alcalin, donc basique. Et si on se souvient de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une des choses qui permet l'activation des proenzymes en enzymes, c'est l'acidité. Mais normalement, cette acidité, elle est au niveau intestinal, c'est l'acidité qui arrive directement de l'estomac, du suc gastrique. Sauf qu'ici, cette acidité, elle est présente de manière anormale et excessive dans le pancréas. Donc ça va encore plus faciliter l'activation des proenzymes en enzymes, et on va se retrouver du coup avec une pancréatite nécrosante. Là encore, comme pour la pancréatite alcoolique, ça sera une nécrose très diffuse, très généralisée à l'ensemble du pancréas. Donc le fait qu'on ait cette pancréatite aiguë nécrosante qui est très diffuse et qui est quand même répétée, puisque la mucose c'est une maladie chronique, il n'y a rien qui va pouvoir arrêter cette nécrose du pancréas, on va très rapidement aller sur une pancréatite chronique calcifiante. Donc c'est des enfants très jeunes qui vont déjà avoir une pancréatite chronique et une insuffisance pancréatique assez importante. On va voir maintenant les principales complications qu'on peut retrouver en cas de pancréatite chronique calcifiante. Donc on peut avoir des pseudokystes, eux pour le coup ils sont aussi bien présents en cas de pancréatite aiguë quand elle est nécrosante qu'en cas de pancréatite chronique. On parlera ensuite rapidement du cancer, puis de l'insuffisance pancréatique qui va être d'abord exocrine, puis secondairement endocrine. Alors les pseudokystes, c'est quoi? Déjà un kyste, qu'est-ce que c'est? Alors un kyste c'est une membrane qui forme une boule avec un liquide à l'intérieur. Ici, on parle de pseudokyste parce qu'il n'y a pas la membrane, c'est juste finalement un trou avec du liquide à l'intérieur. Mais ce liquide, c'est quoi? Alors, quand on a une nécrose, que ce soit dans une pancréatite aiguë ou dans une pancréatite chronique, cette nécrose va liquéfier le pancréas. Donc, dans un premier temps, on va liquéfier le tissu exocrine, puisque les enzymes, elles vont d'abord digérer ce qu'il y a autour d'elles, donc ce qui les a créées finalement, donc les acinies pancréatiques. Mais ensuite, comme on le verra, on pourra aussi éventuellement toucher les îlots de Langerhans, donc le tissu endocrine. Du coup, tout ce tissu pancréatique qui est nécrosé, il se liquéfie, il est un peu digéré. Et finalement, on va se retrouver avec un creux rempli de cette coulée de nécrose. On peut aussi avoir du liquide canalaire, donc du suc pancréatique, qui vient se rajouter et faire grossir ces pseudokystes, puisque finalement, si on a un canal pancréatique qui passe dans le coin, il va finir par alimenter ce pseudokyste et le faire gonfler en rajoutant du liquide canalaire.
Donc ce pseudokyste, ça agit un petit peu comme une tumeur finalement, c'est une boule qui grossit, donc ça peut comprimer les trucs alentours, donc ça peut comprimer le duodénum mais ça n'a pas trop de conséquences. Par contre, s'il vient comprimer soit les voies biliaires, donc par exemple le canal cholédoque, puisqu'il est pas loin, ou comprimer également l'ampoule de Vater, à ce moment-là on se retrouve dans les deux cas avec un blocage de l'évacuation de la bile, donc comme on expliquait tout à l'heure, une cholestase avec un ictère et quelques signes biologiques. Au niveau du pseudokyste, on a quand même beaucoup d'inflammation, on est sur de la nécrose, on est sur quelque chose d'assez abrasif, donc si on a un petit vaisseau sanguin qui passe dans le coin, il va pouvoir se faire éroder et fuiter, et à ce moment-là, on peut avoir du coup une hémorragie. Donc la plupart du temps, c'est des hémorragies chroniques, c'est des petits capillaires qui vont se retrouver érodés et qui vont fuiter, donc on a une perte de sang un petit peu progressive, donc on va se retrouver finalement sur une anémie fériprive. On n'oublie pas que dans ces pseudokystes, on a quand même de la coulée de nécrose, donc c'est un bon milieu de culture pour les bactéries, et ces pseudokystes, ils sont au niveau du pancréas. À côté du pancréas, on a quand même le duodénum, et on a un lien direct entre les deux, avec les canaux. Donc en plus, là, on a quand même beaucoup d'inflammation, donc tout est un petit peu plus poreux, donc on a très facilement une translocation bactérienne, c'est-à-dire un passage finalement des bactéries du duodénum vers le pancréas. Donc à ce moment-là, on a une infection des pseudokystes qui est possible avec des bactéries du coup qui vont pouvoir vraiment se multiplier à l'intérieur des pseudokystes. Donc pour ce qui est du cancer, il va se développer sous l'effet du stress oxydant et de l'inflammation, puisque quelle que soit l'étiologie ici de pancréatite, quand on en arrive sur une pancréatite chronique, on a quand même eu beaucoup de stress oxydant, beaucoup d'inflammation, etc. Donc tout ça, ça peut générer des mutations au niveau des cellules des canaux et au niveau des cellules exocrines, en tout cas au niveau d'un tissu glandulaire. Donc on va se retrouver sur un adénocarcinome, puisque par définition, un adénocarcinome, c'est une tumeur qui est issue de la prolifération d'une cellule épithéliale glandulaire. Donc ici, on est sur le tissu exocrine qui va amener à cette cancérisation. En dernier, il est important de parler des insuffisances pancréatiques. Donc on en a deux, c'est d'abord l'exocrine puis ensuite l'endocrine. Mais qu'est-ce que c'est finalement cette notion d'insuffisance? Dès qu'on parle d'une insuffisance d'un organe, c'est cet organe qui ne remplit pas ses fonctions. Donc ici, l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est finalement la fonction de digestion, la fonction du suc pancréatique qui n'est pas possible. Alors ça s'explique de deux manières, c'est que déjà on a une nécrose, puisque pour en arriver à une pancréatite chronique, c'est qu'on a eu quand même une pancréatite aiguë avec beaucoup de nécrose, enfin une ou plusieurs, en général c'est quand même plusieurs, et ces nécroses, du coup, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, dans un premier temps, ça va nécroser ce qu'il y a autour des enzymes qui s'activent, donc le tissu exocrine. Donc on est sur une destruction des acinies. Du coup, il y aura moins de cellules acineuses, donc moins de capacité de synthèse des enzymes. Mais on est sur une pancréatite chronique, donc on a, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans la définition et dans la physiopathologie de la pancréatite chronique, on a des sténoses au niveau des canaux. Donc le peu d'enzymes qui réussit finalement à être produit par les acinies restants risque de rester bloqué dans les canaux parce qu'on a des sténoses canalaires, donc des rétrécissements suffisamment importants de la lumière pour plus laisser passer le suc pancréatique. Du coup, à partir du moment où le suc pancréatique n'atteint pas l'intestin, les enzymes ne pourront pas aller aider à la digestion. Et il est important de rappeler que le pancréas, il est nécessaire pour mener à bien la digestion à la fois des protéines, des lipides et aussi des glucides. Donc on va se retrouver ici avec une insuffisance pancréatique exocrine qui entraîne une maldigestion globale de tout ce qui est protéines, lipides et glucides. Donc on va avoir un risque de dénutrition avec la perte protéique et énergétique de manière générale, et on peut aussi avoir un risque de carence en vitamines liposolubles, donc A, D, E et K, puisque finalement si les lipides sont mal digérés, ils vont être mal absorbés, et si on n'absorbe pas les lipides, on n'absorbe pas non plus les vitamines liposolubles. Donc il est important de retenir que l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est une étiologie majeure de dénutrition par un phénomène d'augmentation des pertes protéino-énergétiques. Donc dans un premier temps, on l'a expliqué tout à l'heure, la nécrose elle intéresse surtout les acinies, puisque c'est ce qui est autour finalement des enzymes quand elles s'activent, mais une fois que tous les acinies dans une zone, dans un lobule ont été détruits, l'inflammation et la nécrose vont pouvoir atteindre les îlots de Langerhans, ce qui est du coup le tissu endocrine du pancréas. À ce moment-là, on va avoir une destruction progressive de ces îlots et donc des insuffisances de sécrétion endocrine. Donc l'insuffisance pancréatique endocrine, elle pose principalement problème avec le manque de sécrétion d'insuline, puisque c'est la seule hormone de l'organisme à avoir ses rôles spécifiques. Donc on se retrouve avec un manque d'insuline, une insulinopénie donc, et ça va entraîner un diabète, donc une hyperglycémie. Ce diabète, attention, c'est un diabète qui est secondaire à la pancréatite chronique, donc c'est ni un type 1, ni un type 2, ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste un diabète qui est dû à cette pancréatite chronique, donc on parle de diabète secondaire. Donc lorsqu'une pancréatite chronique calcifiante elle est compliquée, par exemple avec la présence de pseudokystes, ou qu'on voit un fort risque d'adénocarcinome, ou parfois même que l'adénocarcinome est déjà mis en place, à ce moment-là on va pouvoir faire une chirurgie. Donc cette chirurgie elle est aussi bien pour les pancréatites chroniques sans adénocarcinome que simplement en traitement du cancer du pancréas.
Dans tous les cas, cette chirurgie, ça s'appelle la DPC, donc c'est pour duodénopancréatectomie céphalique. Donc céphalique, c'est pour la tête, ici la tête du pancréas, et ectomie, c'est pour ablation, donc le fait d'enlever quelque chose. Donc duodénopancréatectomie céphalique, c'est le fait d'enlever la tête du pancréas et le duodénum. Donc pourquoi est-ce qu'on enlève le duodénum? Parce que la tête du pancréas, elle est collée au duodénum, et on a entre les deux les canaux. Donc on se retrouve aussi souvent dans cette chirurgie à faire une gastrectomie partielle, donc c'est-à-dire une ablation de l'antre, donc de la partie basse de l'estomac, puisque là aussi finalement la partie basse de l'estomac et le pancréas sont quand même relativement proches et relativement collés. Et puis on enlève aussi la plupart du temps la vésicule biliaire, puisque en enlevant le duodénum, on enlève l'ampoule de Vater, donc on doit aussi finalement enlever le cholédoque et enlever la vésicule biliaire, c'est plus simple. Et ensuite il y aura un montage qui sera fait avec des drains pour venir quand même bénéficier des sécrétions biliaires et pancréatiques dans ce qui restera du coup de l'intestin. Donc cette chirurgie, elle a quand même pas mal de complications. Déjà, les complications liées au fait d'avoir une chirurgie, donc tout ce qui est hémorragie, risque d'infection, etc. Mais c'est pas ça le plus important. C'est surtout qu'en enlevant la vésicule biliaire, en enlevant une partie de l'estomac et en enlevant la tête du pancréas, on va se retrouver quand même avec certaines complications liées vraiment à ces résections très spécifiques. Voilà, donc en conclusion, on a deux types de pancréatites, les pancréatites aiguës et les pancréatites chroniques. Quand une pancréatite aiguë est suffisamment nécrosante ou quand on a une répétition des poussées aiguës, on va pouvoir avoir une fibrose progressive et une désorganisation de l'architecture du pancréas, ce qui va amener à une pancréatite chronique calcifiante. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que sur une pancréatite chronique calcifiante, on peut encore avoir des poussées aiguës qui vont se mettre en place, donc poussées aiguës avec une lipasémie 3 fois la valeur normale, associée à des douleurs épigastriques transfixiantes et éventuellement à des vomissements. On a vu les principales étiologies des pancréatites, avec la principale qui est l'alcoolotabagisme. On a aussi la muco qui va entraîner une pancréatite chronique et les pancréatites biliaires, mais qui du coup se limitent en général à une pancréatite aiguë unique. Dans les complications, on n'oublie pas les insuffisances pancréatiques, d'abord exocrines puis endocrines, le cancer avec un adénocarcinome du pancréas et les pseudokystes qui peuvent du coup se compliquer par des hémorragies, des infections ou des compressions d'organes. Et en dernier, bien se souvenir du nom de la chirurgie qui est la duodénopancréatectomie céphalique.